Mesdames et messieurs, bonjour. Abordons maintenant le fonctionnement financier du fédéralisme canadien. Alors, les impôts au Canada, ce n'est pas un phénomène nouveau, hein, comme vous le voyez. Il semblerait que dès 1650, on est taxé à l'exportation jusqu'à une hauteur de 50%, donc les pots de castor, et 10% sur les pots d'orignal. Donc, on imposait ces pots aux résidents de la Nouvelle-France qui les envoyaient vers l'Europe. Là, évidemment, la question des revenus et des dépenses est fondamentale dans la notion de la Fédération canadienne. Donc, naturellement, en 1867, dans la loi constitutionnelle, donc de 1867, on a procédé à un partage non seulement des champs de compétences, mais également des possibilités donc de revenus entre le pouvoir fédéral et les provinces. On comprend que la situation de 1867 est loin d'être celle que l'on connaît maintenant. Donc, nous sommes obligés de vivre sur cette base donc juridique. Alors, comme vous le voyez en plus, si on regarde des champs de compétences, bon, ici j'ai reproduit une partie de la loi constitutionnelle de 1867, plus particulièrement l'article 91. Bon, si on regarde, qu'a-t-on comme chef de dépense? Bon, les 1A et 2A ne s'y trouvaient pas en 1867, donc on a la réglementation du trafic et du commerce, les emprunts donc et deniers sur le crédit public, la milice, la fixation et le paiement des salaires et honoraires des officiers civils, le cours de monétaire et le monnayage. Donc, à part l'armée, évidemment, toute chose qui ne nécessite pas beaucoup de dépenses. Par contre, regardons l'article 3, le paragraphe 3, excusez-moi, le prélèvement de deniers par tout mode ou système de taxation. Donc, alors que les chefs de dépenses sont tout de même limités, hein, il y a encore ici, on peut poursuivre la lecture de cette diapo, on voit que les moyens de revenus, les sources de revenus, elles sont illimitées, puisque le pouvoir fédéral peut taxer et il n'est pas limité à un territoire quelconque, donc il pourrait tout à fait taxer sur des revenus qui sont faits à l'étranger. Hein, ce n'est pas limité au territoire canadien. Ça peut être pour n'importe quelle province et ça peut être par n'importe quel mode de taxation. Donc, en d'autres mots, seule l'imagination est la limite ici. Et les sources de revenus sont donc presque illimitées pour le pouvoir fédéral. Pour le pouvoir, les provinces ici. Alors, ce que l'on voit dès le départ, au paragraphe 2 ici, donc de l'article 92, la taxation directe dans les limites de la province dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux. Donc, on comprend qu'ici, il y a déjà une première limitation qui est géographique. On ne peut taxer que sur le territoire de la province. Et la deuxième limitation concerne les moyens qui peuvent être utilisés puisque la taxation ne peut être qu'être directe. Une taxation directe, c'est une taxation qu'une personne paie et qu'elle assume. Une taxation indirecte, c'est une taxation que vous prélevez et qui sera assumée par quelqu'un d'autre. Par exemple, vous importez une tonne de blé ou d'une matière première quelconque et une taxe est imposée donc à la réception par l'État de 100 $ par tonne de cette céréale. Bon, évidemment, l'acheteur qui achète cette tonne ne va pas assumer cette taxe. Lorsqu'il va revendre son produit, il va donc calculer son prix en conséquence et la taxation de 100 $ qui avait été imposée à l'arrivée va se retrouver dans le prix de vente sans que l'acheteur ne le sache même. La taxation directe, ben, écoutez, pensez à votre rapport d'impôt, je crois que c'est assez clair. Pensez également à la taxe municipale. Vous êtes propriétaire d'une maison pour telle valeur. Donc, dans l'évaluation municipale, vous avez un pourcentage qui est appliqué et la somme à la fin, donc, vous est imposée. Ça, c'est une taxation directe. Donc, on comprend qu'en 1867,
il est important que la taxation directe soit remise aux provinces pour permettre aux municipalités justement de procéder à cette taxation dont à laquelle je viens de faire référence maintenant hein, pour les propriétés immobilières. Donc, ce qu'il faut comprendre évidemment, c'est qu'en 1867, il est certain que les dépenses qui concernent l'armée sont importantes, hein, très certainement. Donc, les dépenses aient été attribuées au pouvoir fédéral, il était normal aussi à les diriger l'armée, qu'on ait prévu une possibilité de revenus importante, n'était pas étonnant. De notre côté, en 1867, lorsqu'on parle des hôpitaux, par exemple, peu importe tout ce qui concerne la santé, la plupart du temps, c'était administré par des groupes de bienfaisance religieux ou autres. Donc, il n'y avait là que peu de dépenses, finalement. Dans les jours actuels, la situation est complètement inversée et un des plus gros chefs de dépenses, c'est naturellement la santé qui appartient donc aux provinces, alors même que les sources de revenus, elles, n'ont pas changé depuis 1867. On a encore ici d'autres chefs de compétences. Je vais les passer rapidement pour passer au point suivant. Il y aura une petite mise à jour en 1982 lorsque on va donc adopter la loi constitutionnelle de 1982 et on va permettre aux provinces donc d'avoir des sources de revenus également sur leurs matières premières. Bon, on pense au Québec sur l'hydroélectricité et on pense pour de quelques provinces au pétrole. Alors, les revenus, comme je le dis ici, le Parlement fédéral a un pouvoir de taxation illimité, alors qu'en ce qui concerne les provinces, c'est limité. Alors, le problème avec ça, vous comprenez bien, ça veut dire qu'il y a ici un déséquilibre fiscal, c'est-à-dire que l'entité qui a les plus grands revenus a les dépenses qui sont moindres, alors que les entités qui ont les plus grandes dépenses ont des revenus qui sont plus limités. Mais la conséquence ici, naturellement, c'est de transférer du pouvoir à l'entité fédérale, au gouvernement fédéral, qui a de nombreux revenus. Alors, que faire de tout cet argent lorsqu'on n'a pas de champ de compétences dans lesquels les dépenser, sauf à penser qu'on équipe l'armée canadienne de manière plus sophistiquée que l'armée américaine. Donc, que faire? En soi, il y a donc ici, dans la racine même, dans le fonctionnement de la Constitution de la Fédération canadienne, il y a un déséquilibre fiscal qui conduit à un déséquilibre dans les rapports de force entre le pouvoir fédéral et les provinces. Alors, j'ai mis ici également les responsabilités des municipalités et leurs revenus qui, comme vous le comprenez, sont bien moindres. On crée donc ce déséquilibre fiscal et ce déséquilibre fiscal, on le définit généralement, comme vous le voyez ici à l'écran, comme étant l'écart existant entre les ordres de gouvernement sur le plan de l'adéquation entre les sources de revenus et les responsabilités de dépenses. Cela signifie qu'un des ordres de gouvernement perçoit plus d'impôts et de taxes que ce dont il a besoin pour s'acquitter de ses responsabilités, limitant d'autant la capacité de l'autre ordre de gouvernement à prélever des revenus dont il a besoin pour être en mesure de s'acquitter des siennes. Ce dernier membre de phrase est très important. Alors, évidemment, je dis ici que le pouvoir fédéral a plus de pouvoir de taxation par rapport aux provinces. Bon, une partie du problème, c'est que ce soit au niveau fédéral ou au niveau des provinces, les personnes qui seront taxées, ce sont les mêmes. Hein, la population canadienne est la même. Il n'y a pas un territoire fédéral et des territoires provinciaux. Si nous habitons le Québec, mais vous le savez, quand vous faites votre rapport d'impôt, vous payez donc des impôts au niveau fédéral et des impôts au niveau provincial. Ce qui veut dire qu'il y a ici un équilibre qui doit être atteint puisqu'on ne peut tout de même pas taxer les revenus des individus à hauteur de 100%,
Généralement, on considère que les personnes sont prêtes à accepter jusqu'à hauteur de 50% dans certaines situations. Au Québec, d'ailleurs, la moyenne dépasse 50%. Donc, on comprend que les gens accepteront jusqu'à hauteur de 50%. Alors, comment procéder à cette répartition? Est-ce que ce sera 30% fédéral, 20% provincial et ainsi de suite? Mais on sera obligé de procéder à un certain rééquilibrage, ou en tout cas tout au moins une certaine tentative d'accord, parce que on ne pourra taxer les individus à 100%. D'autant plus qu'il y a un autre problème, et nous l'avons vu lorsque nous avons parlé du Sénat, les provinces ne participent pas à la législation fédérale. Ce qui veut donc dire que si le pouvoir fédéral adopte une loi ou un programme qui aura pour effet de prélever des deniers aux Canadiens, mais les provinces n'auront pas pu participer et elles devront en prendre acte. L'acte sera unilatéral. Donc, je vous l'ai dit, on se trouve dans la situation où le pouvoir fédéral va prélever plus d'argent qu'il n'en a besoin. Les provinces, au contraire, auront besoin de deniers, mais ne pourront pas, ne seront pas en mesure d'aller en chercher plus. Donc, évidemment, cela devient tentant pour le pouvoir fédéral de proposer aux provinces de leur remettre un peu d'argent. Ici, on pense à ce pouvoir de dépenser qui est utilisé régulièrement par le pouvoir fédéral pour dépenser de l'argent dans des domaines qui ne relèvent pas de ses compétences telles que prévues à l'article 91 donc, de la loi constitutionnelle de 1867 et aux articles 91 et suivants. Donc, le pouvoir fédéral peut tout à fait dire, ben voici, moi je suis prêt à remettre telle somme d'argent. Ben, pensons à nos universités, par exemple. Il y a de nombreuses chaires de recherche à l'Université de Montréal, par exemple, ou à d'autres universités, dont l'argent provient du pouvoir fédéral. Or, l'enseignement relève très clairement des provinces. Et on pourrait donner de nombreux autres exemples. Donc, le pouvoir fédéral va mettre sur pied, peut le faire d'une façon, comme je viens de le dire, informelle, mais pourra le faire également d'une façon très formelle, et mettre sur pied des programmes de subvention fédérale provinciale. Donc, soit il y aura des transferts fiscaux, par exemple. Donc, on se souviendra qu'il y a quelques années, le pouvoir fédéral a abandonné quelques points de TPS afin de permettre aux provinces de les récupérer, ce que n'ont pas fait toutes les provinces, mais ce qu'a fait le Québec. Donc, il a augmenté son taux de TVQ, augmentant d'autant ses revenus. Ce serait une possibilité. Transférer des pouvoirs fiscaux, donc de l'assiette fiscale, ou alors, autre possibilité, ce que fait le pouvoir fédéral également, il met sur pied des programmes de subvention et transfère des sommes aux provinces. Alors, il existe deux types de transferts, des subventions qui sont dites inconditionnelles. L'argent est remis à la province et il lui appartient de la dépenser comme elle l'entend. Ou alors, et c'est là où c'est peut-être le plus problématique, des subventions conditionnelles, c'est-à-dire que vient avec le chèque, un guide d'utilisation, vous acceptez cet argent, voici comment vous devez le dépenser et nous verrons dans quelques instants jusqu'où cela peut aller. Alors, les premiers transferts n'exigent donc aucun engagement particulier de la part du gouvernement, alors que les seconds, au contraire, donc, imposent un cahier des charges très précis. Alors, les programmes à frais partagés le problème avec ces programmes à frais partagés, c'est qu'ils peuvent influencer les priorités des provinces et donc on peut également réduire le contrôle des coûts et créer des problèmes de prévision pour les provinces. Prenez la situation où vous avez le gouvernement fédéral qui considère qu'un domaine d'activité quelconque ou un problème existant dans la société est fondamental et qu'on doit donc le corriger. Ben, le gouvernement voudra mettre sur pied des programmes pour corriger la situation. La situation ne prévaut peut-être pas dans toutes les provinces et certaines provinces n'avaient pas pensé dans leur agenda donc à court terme légiférer ou administrer donc des programmes pour une question particulière. Mais là, vous avez le législateur, donc le gouvernement fédéral qui donc cogne à la porte avec un chèque de quelques dizaines de millions de dollars et propose à la province donc de s'attaquer à un problème particulier.
vous comprenez que ici, ça aura un effet directement sur l'agenda donc de la province. Par ailleurs, rares sont les situations où le gouvernement fédéral dira voici un chèque de 50 millions, bonne chance. Généralement, on abordera la province en disant je suis prêt à mettre 50 millions sous réserve que vous mettiez vous-même 50 millions. Alors là aussi, on aura un autre problème pour la province. Doit-elle réaffecter donc des recettes qu'elle pensait développer sur quelque chose qu'elle juge plus urgent? Mais il lui appartiendra de décider. Doit-elle refuser le chèque de 50 millions ou doit-elle donc prendre des sommes ailleurs pour les attribuer à ce programme particulier? Et naturellement, elle perd un contrôle donc sur un domaine qui relève de son champ de compétences, puisque, comme je l'ai dit, les chèques qui viendront du pouvoir fédéral seront rarement donc inconditionnels, ce qui veut donc dire qu'il y aura des rapports à déposer, à remettre par les provinces au pouvoir fédéral. Donc on voit que ce déséquilibre fiscal a un effet direct sur l'exercice des pouvoirs souverains des provinces. Alors, par contre, en même temps, il y a des défauts aussi pour ces programmes, ces programmes à frais partagés, si j'ose dire. Bon, le premier défaut pour le pouvoir fédéral, c'est le manque de visibilité politique. Lorsque le gouvernement fédéral remet un chèque à la province, alors c'est généralement la province qui va administrer le programme, donc évidemment le gouvernement fédéral va être en deuxième ligne ici, peut-être une petite cérémonie lorsqu'on remettra le chèque et lors de la première pelletée de terre, mais alors là, alors même qu'il va financer un programme à long terme, on en parlera peu, donc faible visibilité politique. Absence de contrôle parce que, comme je vous l'ai dit, ces sommes sont remises donc aux gouvernements provinciaux dans des domaines qui relèvent de leur champ de compétences. Ce sont donc les provinces qui vont administrer le programme. Ici, le problème peut même aller jusqu'à des explosions de coûts. Donc, c'est le troisième point, jusqu'à des explosions de coûts qui vont échapper au gouvernement fédéral puisque ce sera la province qui aura administré le dit programme. Pour les provinces aussi, ce type de programme est problématique puisque elles sont souvent mécontentes des exigences rigides qui leur sont imposées dans ces accords. Elles sont mécontentes parce que le pouvoir fédéral va souvent leur imposer des vérifications, mais elles sont également souvent mécontentes parce qu'elles ne contrôlent pas le pouvoir fédéral qui peut tout à fait décider du jour au lendemain de retirer sa subvention. Et là, la province se trouvera avec une situation difficile. Doit-elle mettre un terme au programme? Et là, qui fera les frais donc de l'insatisfaction de la population, la province qui gérait ce programme ou le fédéral qui discrètement le subventionnait? Bien, évidemment, poser la question et y répondre, c'est la province. Donc, ou alors, elle devra poursuivre le programme, mais en le finançant à 100%. Et évidemment, là, a-t-elle les moyens et puis avait-elle prévu attribuer autant d'argent au dit programme? Donc, les programmes cofinancés ne sont pas l'idéal pour les provinces ni pour le pouvoir fédéral. Présentement, il existe 4 grands programmes de transfert, c'est-à-dire des programmes par lesquels le gouvernement fédéral transmet à chacune des provinces et aux territoires, ne les oublions pas, des sommes d'argent. Vous les avez ici, le transfert canadien en matière de santé. On va s'y attarder un petit peu plus. Le transfert canadien en matière de programmes sociaux, la péréquation et la formule de financement des territoires, domaine qui ne nous intéressera pas ici. Alors, vous voyez ici deux commentaires. Les deux paragraphes qui suivent sont également intéressants puisqu'on nous dit que le TCS et le TCPS sont des transferts fédéraux appuyant des domaines de politique précis comme les soins de santé, l'éducation postsecondaire, l'aide sociale et les services sociaux, le développement de la petite enfance et les services de garde. Évidemment, au Canada, les services de garde ne sont pas très développés, alors qu'au Québec, on a un très bon service de garde qui sert même d'exemple pour le Canada. Alors, vous voyez ici le problème. Le Canada va mettre sur pied donc ce programme financé pour permettre de mettre sur pied des services de garde qui seront abordables, alors même que le Québec
en a déjà un, qu'il a mis sur pied donc à ses frais. Donc, ce n'est pas quelque chose que sans aucun doute le Québec aurait demandé au pouvoir fédéral de mettre sur pied. Mais le programme est là. En plus de ça, ben, vous le voyez, les sommes qui sont remises sont réservées à des domaines d'activité très précis. Donc, la province ne peut pas en disposer comme elle entend. À l'inverse, il y a un autre programme, par contre, qui, lui, consiste en une remise d'une somme d'argent que les provinces peuvent utiliser par la suite à leur discrétion. C'est le programme de péréquation que vous avez au tout dernier paragraphe, dont nous parlerons un peu plus tard. Les chiffres, vous les avez ici, donc vous avez les différents, dans la colonne de gauche, les différents programmes, et à droite, les sommes qui sont attribuées. Alors, lorsque vous voyez, par exemple, 41 870, n'oubliez pas qu'il s'agit de millions de dollars ici, hein, donc il s'agit de millions de dollars. Alors que la dernière colonne en bas, donc ce sont des dollars, puisque c'est la somme remise par habitant. Donc, vous avez ici les différentes sommes qui sont remises par le pouvoir fédéral. Dans cette diapo, j'ai repris les chiffres, mais je les ai indiqués pour le Québec, pour que nous sachions combien le Québec reçoit donc du pouvoir fédéral. Donc, vous voyez que le Québec reçoit beaucoup plus en péréquation qu'en transfert en matière de santé, et nous en parlerons un peu plus tard. Alors, qu'est-ce que le transfert canadien en matière de programmes sociaux? Vous avez vu tout en bas de la page, il y a une adresse donc Internet ici. C'est une page du gouvernement du Canada donc qui nous donne des informations sur les différents programmes. Alors, les programmes sociaux, ce sont, nous l'avons vu, des sommes qui sont transmises pour le soutien aux enfants, l'éducation postsecondaire, les programmes sociaux, les garderies, donc pour les jeunes enfants. Et la somme est calculée donc par tête de PIB. Donc, chaque province recevra une somme en fonction de sa population. Qu'est-ce que la péréquation? Ah, cette fameuse péréquation dont on entend parler régulièrement hein, avec les autorités albertaines qui nous disent que c'est elles qui paient directement au Québec, donc cette fameuse péréquation. Bon, premièrement, c'est faux. Deuxièmement, c'est un peu plus complexe que cela. Bon, mais la péréquation, il ne faut pas, est née d'une façon informelle et a été mise en place parce que naturellement il y a une inégalité entre les provinces donc d'un grand pays fédéral comme le Canada. Il est certain que la Nouvelle-Écosse n'est pas aussi riche que la riche Ontario, par exemple. Hein, et on peut prendre de nombreux exemples de cette sorte. Il est également certain que dans une fédération, le but n'est pas d'homogénéiser les revenus, les modes de vie entre toutes les provinces. Celles-ci ont voulu dès le départ maintenir donc leur type et leurs caractéristiques donc, particulières et la fédération doit respecter cela. Mais en même temps, on ne veut pas que dans une province, on ait un mode de vie qui soit très nettement différent, on va dire plus riche, plus agréable, mais je le dis avec des grands billets, faisant en sorte que tous les habitants d'une province décident de déménager dans cette autre province. On veut qu'un habitant de Terre-Neuve, par exemple, lorsqu'il s'adresse à sa province pour avoir un service quelconque, mais qu'il obtienne un service qui soit d'une qualité relativement similaire à celle qu'il aurait s'il habitait le Québec. Donc, on va tenter de mettre sur pied un programme qui va permettre une certaine égalisation des services entre les provinces. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Ben, on va tout simplement faire une moyenne canadienne de la capacité de revenu. Donc, on fait une moyenne canadienne de la capacité fiscale. Et là, si vous voulez, on va faire cette moyenne, une grande ligne. On va mettre toutes les provinces donc individuellement et on va évaluer pour chacune de ces provinces la capacité fiscale. Les provinces qui se trouveront sous la moyenne canadienne recevront les sommes nécessaires calculées
par habitant pour atteindre cette moyenne. Les provinces plus riches, naturellement, n'obtiendront aucune somme. Ces sommes viennent de où? Bien, ce ne sont pas les provinces les plus riches qui les transfèrent aux provinces les plus pauvres, contrairement à l'argument donc albertain. C'est le pouvoir fédéral qui aura relevé les impôts partout au Canada qui va donc procéder à cette distribution. Reprenons l'exemple de l'Alberta qui présentement souffre en raison du cours du pétrole. Bon, mais gardons en mémoire qu'en Alberta, il n'y a pas de taxe de vente. L'équivalent de notre TVQ n'existe pas en Alberta. Dans le calcul de la péréquation, par contre, le gouvernement fédéral va agir comme si cette taxe existait, puisqu'il calcule la capacité de revenus de la province. Or, si la province a décidé de ne pas aller chercher cet argent, elle en a quand même la capacité. D'ailleurs, il suffirait que la province lève une taxe de vente similaire à celle du Québec pour que son déficit annuel disparaisse presque entièrement, mais elle ne le fait pas. Mais elle n'obtiendra pas de péréquation en raison de ce choix, puisque cette somme est calculée dans sa capacité de revenu. N'oublions pas par ailleurs que le programme de la péréquation a été enchâssé dans la Constitution du Canada et que le pouvoir fédéral s'est engagé à mettre sur pied ce type de programme pour assurer une égalité dans les services entre les provinces. Deuxième programme, et là aussi on va s'y attarder un peu plus, le transfert canadien en matière de santé. Alors, c'est le plus important programme de transfert fédéral-provincial et on devine facilement pourquoi. Alors, les paiements de transfert sont alloués selon un montant égal par habitant et on y trouve aussi bien des transferts en points d'impôt qu'en argent sonnant et trébuchant, en argent comptant. Il y a une augmentation qui présentement tourne autour de 3%, donc annuellement, des sommes qui sont allouées aux provinces. Alors, cette allocation repose sur une loi, la loi canadienne sur la santé, dont vous avez la référence ici. Vous le voyez dès le départ, on nous le dit bien, ce que l'on cherche est assurer un service donc de santé qui soit égal dans chaque province par le soutien du pouvoir fédéral aux provinces. Parce que ne l'oubliez pas, la santé est du domaine provincial. Donc, le pouvoir fédéral ne pourrait légiférer sur la santé, ici, c'est-à-dire sur la gestion des hôpitaux ou autre. Le pouvoir fédéral doit passer par les provinces. Or, que fait-il? Il met sur pied donc un programme pour subventionner les provinces dans la gestion de leurs programmes de santé. Par contre, même si ce domaine est de juridiction provinciale, mais c'est ça pourquoi je vous montre cette loi, regardez bien ici, donc à l'article 7, ce que l'on nous dit, le versement à une province pour un exercice de la pleine contribution pécuniaire visée à l'article 5 est assujetti à l'obligation pour le régime d'assurance santé de satisfaire pendant tout cet exercice aux conditions d'octroi énumérées aux articles 8 à 12 quant à la gestion publique, l'intégralité, l'universalité, la transférabilité et l'accessibilité. Et dans les articles qui suivent, on définit ce qu'est la gestion publique, donc le premier critère que nous avons vu il y a quelques instants, l'intégralité, la transférabilité, l'accessibilité, et pour en arriver à quelle conclusion? Bien, ce sont les deux prochaines diapos. Le versement à une province de la pleine contribution pécuniaire visée à l'article 5 est assujetti à l'obligation pour le gouvernement de la province de communiquer au ministre, selon les modalités de temps et autres prévues par les règlements, les renseignements du genre prévus au règlement dont celui-ci peut normalement avoir besoin pour l'application de la présente loi. Il y a quelques diapos, souvenez-vous, je vous ai dit que les provinces trouvaient désagréable cette obligation de faire des rapports. Vous l'avez ici très clairement.
vous recevrez, les provinces recevront donc le financement dans le domaine de la santé, mais en contrepartie, devront donc faire rapport au pouvoir fédéral sur leur gestion du système de santé. Et prochaine diapo. Donc, sous réserve du paragraphe 3, dans le cas où il estime, après avoir consulté conformément au paragraphe 2 son homologue chargé de la santé dans une province, soit que le régime d'assurance santé de la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées aux articles 8 à 12, soit que la province ne s'est pas conformée aux conditions visées à l'article 13 et que celle-ci ne s'est pas engagée de façon satisfaisante à remédier à la situation dans un délai suffisant, le ministre renvoie l'affaire au gouverneur en conseil. Et quelle sera la conclusion de l'étude du gouverneur en conseil? Bien, ce sera la possibilité de diminuer l'octroi des sommes à la province, voire même éventuellement d'éliminer l'octroi des sommes à la province. Alors, le système est tellement subtil qu'à quelques années de cela, le Québec permettait aux médecins de surfacturer donc certains soins. Alors, des médecins de pratique privée, par exemple, offraient un soin, mais pour le soin en question, il était nécessaire d'avoir des collyres ou autres gouttes et ils vous vendaient les dites gouttes à 200 fois le prix de revient. Hein? Donc, il y avait véritablement exagération quant au prix. Alors, certains avocats spécialisés en droit de la santé au Québec, pour faire pression sur le gouvernement du Québec, plutôt que d'agir à l'encontre du gouvernement, ont tout simplement fait pression sur le gouvernement fédéral en disant au pouvoir fédéral, vous avez une loi canadienne sur la santé qui prévoit donc certaines conditions. Le Québec ne devrait pas permettre cette surfacturation. Vous n'agissez pas. Nous allons donc nous adresser aux tribunaux pour vous forcer à appliquer cette loi canadienne sur la santé. Et dans les mois qui ont suivi, le Québec a réagi et a interdit aux médecins cette surfacturation, puisque la conséquence aurait pu en être une diminution des attributions, donc remises en vertu de la loi canadienne sur la santé. Donc, vous voyez ici quelle est la conclusion qu'on doit en tirer. Alors qu'on est dans un domaine qui est de juridiction provinciale, le pouvoir central a un pouvoir d'influence plus qu'important, donc en raison des sommes dont il dispose. D'ailleurs, il y a quelques années de ça, l'actuel gouvernement a voulu qu'on priorise les soins de santé mentale, donc il a fait part de son désir aux provinces. Les provinces ont résisté, qu'a fait le gouvernement central? Il a négocié avec les provinces individuellement et non pas avec l'ensemble des provinces. Il a commencé par s'adresser aux provinces les plus pauvres qui avaient plus besoin de ces subsides, a fini par conclure des accords avec ces provinces, une après l'autre, et finalement, il a imposé sa volonté à l'ensemble des provinces du Canada, puisque toutes ont besoin de cet argent pour faire tourner leur système de santé. La conclusion, alors, il est certain qu'en régime fédératif, il y a nécessairement un déséquilibre dans les ressources fiscales donc, et les partages des pouvoirs. Et on l'a vu au Canada, cela a évolué donc depuis 1867. Le déséquilibre est de plus en plus criant maintenant, puisque les dépenses les plus importantes se trouvent dans les champs de compétences des provinces, même si cela n'était pas prévu en 1867. Il faudrait sans doute une autonomie fiscale plus importante. Hein. Sinon, s'il n'y a pas d'autonomie fiscale, il n'y a pas d'autonomie politique, c'est évident. On vient d'en faire la démonstration avec notamment la loi canadienne sur la santé. Au Canada, il n'y a jamais eu d'adéquation entre les obligations, les responsabilités et les revenus. Le gouvernement central, donc, pourquoi? Parce que le gouvernement central lève plus d'impôts que ne le justifient ses responsabilités constitutionnelles. Les provinces perçoivent des impôts moindres, mais gèrent des secteurs dont les coûts sont plus lourds. L'avantage fiscal du fédéral prive les provinces
de ressources financières, comme je vous l'ai dit, puisqu'on ne peut pas imposer les Canadiens à 200%. Le déséquilibre fiscal a donc des effets antifédératifs puisqu'il confine les provinces à un état de dépendance, de soumission et de vulnérabilité vis-à-vis du gouvernement fédéral. Et je le répète, les provinces ne participent pas à la législation fédérale. Je vous renvoie à notre présentation sur le Sénat. Donc, elles ne peuvent que prendre acte des décisions fédérales. Elles peuvent toujours tenter de faire pression auprès des autorités fédérales, mais si celles-ci font la sourde oreille, ben, elles prendront le chèque tel qu'il viendra. Parfois, on a vu dans l'histoire le pouvoir fédéral déclarer qu'il avait l'intention de respecter la souveraineté des provinces dans leur domaine de compétences et qu'il voulait se désengager des programmes donc, à frais partagés ou autres. Mais on comprend bien qu'il n'avait pas demandé aux provinces quels étaient leurs avis. Il a pris cette décision unilatérale et les provinces en prennent acte, tout simplement. Donc, je conclus sur une phrase de Marc-André Turcotte, ici, donc, comme vous le voyez, la référence s'y trouve. Alors, que nous dit-il? Il écrit « Il saute aux yeux que le partage des ressources fiscales, qui obéit davantage au rapport de force fédérale-provinciale qu'à des règles bien établies, ne correspond plus à la réalité et qu'il convient de le revoir en profondeur, puisque, en l'état des choses, cela accorde beaucoup plus de pouvoir au gouvernement central qu'aux provinces, et il est aisé pour le gouvernement central de venir influencer donc la façon dont les provinces administrent des domaines dans lesquels elles doivent pourtant être souveraines. Merci de votre attention.